Dan Info, bienvenue à toutes et à tous à la une de cette édition. Des réformes à la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou et ses pairs ont annoncé privilégier des audiences publiques. Quelle est l'opportunité de cette réforme? Les réponses dans cette édition. Il sera question dans ce journal de l'évaluation à laquelle les enseignants du primaire et de la maternelle ont été soumis. Jonas Boti nous fera le point dans les départements du Mono et du Koufo. Et puis hors du Bénin aux États-Unis, des migrants mineurs séparés de leur famille. Conséquence, en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière. Voilà pour le sommet, les détails dans quelques secondes. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Aussitôt installé, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, et ses pairs ont annoncé privilégier les audiences publiques. La 6e mandature vient ainsi de décider de faire les choses autrement. Quelle est l'opportunité de cette réforme? Réponse dans ce reportage de Fréjus Serrois. Le procès constitutionnel tel que ça s'est déroulé jusqu'à un passé récent, la partie envoie sa prétention de façon écrite. Vous n'avez pas la possibilité d'aller discuter de cette prétention devant le juge ou discuter également de la prétention de l'autre partie. Après 25 ans de cette pratique, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle y met fin. Les audiences seront désormais publiques. Les parties convoquées présenteront leurs prétentions devant l'une des 2 chambres nouvellement créées et auront même l'occasion de discuter des arguments de leurs adversaires. La Cour évoque un souci de célérité, mais elle veut sans doute régler aussi les problèmes de légitimité et de crédibilité qu'ont connus les autres mandatures. Mais attention. Et la réforme, je l'ai dit, elle est salutaire, mais au même moment, elle paraît dissuasive. Tout le monde ne peut pas avoir ce privilège ou ce courage d'aller se défendre devant le juge constitutionnel. Et donc, cela implique en même temps une limitation des recours. Ce n'est peut-être pas l'objectif des réformistes, de ceux qui ont proposé cette réforme, mais nous sommes d'accord que c'est ce que cela amènera. Or, quand nous restons, je pense bien, dans l'esprit du constituant de 90, l'objectif n'est pas la limitation des recours, mais l'objectif c'est de donner la possibilité à tous les citoyens, le citoyen lambda, où qu'il soit sur le territoire, même sur le globe, qu'ils puissent se pouvoir devant quand même la Cour constitutionnelle pour qu'ils puissent faire entendre sa voix. Mais donc, il va falloir faire la démarcation entre une juridiction constitutionnelle et une juridiction de l'ordre judiciaire. Je pense qu'il ne revient pas aux sages de la Cour de limiter les recours. Pour d'autres experts, il n'y a pas de risque de limitation de recours et pour cause. Je ne pense pas qu'il y ait de risque parce que ce qui fait désamorcer les citoyens dans un premier temps, c'était d'abord que l'on a peut-être ou parfois le sentiment qu'on envoie un recours à la Cour, mais parfois ce n'est pas traité avec l'attention nécessaire. Mais avec les réformes, vous avez la possibilité d'aller suivre les audiences de la Cour. Ça vous permet également d'avoir l'évolution de votre dossier ou de votre requête devant le juge constitutionnel. C'est ce que nous estimons. Si en général, les esprits s'accordent sur l'opportunité de la réforme, les propositions sont faites pour son amélioration. La réforme, elle est positive parce que vous savez, quand vous saisissez le juge constitutionnel et qu'il rend sa décision, vous vous rendez compte que la partie qui a répondu à votre requête, qui a répondu à la mesure d'instruction, à user de vos brèches que vous avez laissées dans votre requête que vous avez adressée et vous vous demandez, est-ce que le juge ne peut pas vous donner la possibilité de revenir à la charge? C'est pour cela que nous proposons par exemple que le juge, bien évidemment, pourrait respecter le principe du contradictoire autrement sans que les parties ne se portent devant le juge ou bien devant la chambre de mise en l'état. Le juge constitutionnel diligente une mesure d'instruction, l'autre répond et le juge sur cette mesure peut encore vous recontacter afin que vous portez également vos arguments sur peut-être les brèches ou sur les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Quand tous les citoyens ont la possibilité d'aller devant le juge constitutionnel, c'est déjà bien que en matière de conseil, on n'impose pas aux citoyens d'avoir forcément un avocat avant d'aller devant le juge constitutionnel. Mais de l'autre côté, je crois que si la procédure permet qu'en matière de conseil, il y ait plus d'ouverture, ce serait bien. Il faudrait ouvrir également le conseil devant le juge constitutionnel. Il y a les organisations de la société civile en matière de droits de l'homme qui peuvent accompagner
devant le juge constitutionnel. Il y a aussi des juristes qui ont plus d'aptitude en matière constitutionnelle pour conseiller un citoyen. La première audience de mise en état aura lieu ce mardi 19 juin 2018 et les audiences se tiendront régulièrement les mardis ou les vendredis. Les enseignants des écoles maternelles et primaires des départements du Mono et Koufou ont répondu présent ce samedi 16 juin 2018 au test d'évaluation auquel le gouvernement a voulu les soumettre à l'OCOSA. C'est l'école urbaine centre qui a servi de cadre à cette évaluation. Jonas Bouti pour le compte rendu. Des directeurs d'école assis dans les mêmes salles de composition que leurs adjoints pour être soumis à une évaluation. Ainsi en a décidé le gouvernement béninois qui veut, à travers ce diagnostic, mieux cerner les besoins spécifiques des enseignants de la maternelle au primaire afin de leur apporter une élévation de niveau convenable. Et comme les instituteurs savent bien qu'une évaluation aboutit toujours à une prise de décision, l'annonce de cette évaluation au lendemain des tumultueuses grèves ayant secoué l'école béninoise inquiète à juste titre les instituteurs qui craignent des représailles du gouvernement. Lambert Bossou, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Mono, rappelle qu'il n'y a pas toujours qu'une punition qui sanctionne une évaluation. C'est vrai, parmi les décisions, il n'y a pas que la sanction. C'est juste une évaluation. Ça permettra d'avoir une banque de données fiable, de connaître le niveau des enseignants, d'identifier les enseignants par groupe de besoins et de programmer des formations à leur bénéfice pour que leur capacité soit vraiment renforcée. Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux, il n'y a pas de représailles pour ça. Le DEDAMP Mono nous fait ici le point de l'organisation pratique de l'évaluation. Dans le département du Mono, à ce jour, nous avons compté 2415 candidats au total, toutes options confondues. Il y a au total 84 salles. Et nous avons 600 dans le département, à savoir l'OCOSA, et c'est l'école universitaire de l'OCOSA. Atiémé, c'est l'école universitaire d'Atiémé. Komé, école universitaire de Komé. Bopa, école universitaire de Bopa. Huawei, c'est le complexe scolaire de Doutou. Grand Popo, c'est l'école universitaire de Grand Popo. C'est les APE et les ACE qui sont attendus. Donc dans ce cas, il y a quelques rares qui ont été casés déjà. Contrairement aux rumeurs annonçant un boycott de l'évaluation par les instituteurs, ceux de l'OCOSA ont répondu majoritairement présents à la composition. Pour le moment, nous sommes en train de faire le point. Et il n'y a, contrairement à ça, il n'y a pas d'absent. À part une seule salle dans laquelle nous avons noté actuellement, nous n'avons pas encore fait le point. Seulement qu'il y a eu des omis qui sont venus s'ajouter et on les a récupérés. Ils composent actuellement en mathématiques et tout à l'heure en expression écrite, donc en français. Et dans l'après-midi, ils vont composer dans leur matière de spécialité, études de cas en maternelle et au primaire. Une demi-journée aura suffi pour cette évaluation qui a eu, entre autres mérites, de faire goûter à ces instituteurs le stress auquel ils soumettent leurs apprenants candidats aux examens du CEP. Et puis à la fin de l'évaluation, quelques instituteurs de l'OCOSA se sont confiés à Jonas Bouti, suivant leur impression. Ça, c'est une évaluation. Ça nous permet de nous juger, de voir un peu nos aptitudes. Si ce n'est pas à caractère punitif, et si ce n'est que pour évaluer, pour voir la performance des enseignants, ça nous profite beaucoup. Mais si c'est à caractère de punition, c'est là où ça serait mauvais. L'évaluation qu'on nous a présentée ce matin, ce n'est pas tout à fait mal. Mais ce qu'on a beaucoup déploré dedans, c'est qu'on nous a donné des épreuves sans des brouillons. Et on doit aller directement composer sur les épreuves là. Vraiment, ça a posé beaucoup de problèmes à notre niveau. Donc, en général, ce qu'on nous a présenté comme épreuve là, c'est abordable. Tout s'est déroulé bien, on rend grâce. Seulement que c'est en étude de cas qu'on avait voulu prendre d'intercalaire, mais ils nous ont exigé qu'il n'y aura pas d'intercalaire. Sinon, tout s'est passé bien quand même. Oui. L'évaluation, c'est normal, ce que le gouvernement a organisé, mais nous demandons plus à ce qu'on améliore la pratique que d'améliorer la théorie. On dit qu'on peut être un bon théoricien, être mauvais praticien. Cette évaluation, pour moi, ne tient pas parce qu'il faut normalement améliorer notre pratique. On reste avec les instituteurs de l'OCOSA pendant que certains de leurs collègues composent. D'autres de la commune n'ont pas pu prendre part à l'évaluation organisée par le gouvernement. Ils disent avoir été interdits d'accès aux salles de composition parce qu'ils ne disposent pas de numéro matricule. Jonas Bouti nous en dit plus à travers ce reportage.
Alors que des instituteurs de certaines écoles privées de l'Okossa ont également pris part à cette évaluation organisée par le gouvernement, des instituteurs communautaires de certaines écoles publiques de la même circonscription scolaire ont été interdits d'accès aux salles de composition. L'un d'entre eux, Abel Roussounou, de l'école primaire publique d'Agam et à Ligoudo, nous narre leur mésaventure. Tout à l'heure, on était dans la salle pour aller voir le chef centre pour la composition, mais il nous faisait comprendre qu'on n'a pas de numéro matricule. Or, le numéro matricule, sans le contrat, on ne peut pas avoir le numéro matricule. Donc, le contrat, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter dans le marché. C'est le gouvernement qui pouvait nous signer ça. Et jusqu'à présent, le gouvernement ne dit rien. Donc, nous sommes là pour la commission et ils ont refusé de nous accepter. C'est donc par défaut de numéro matricule que ces instituteurs n'ont pas pu composer. Mais de quel droit sont-ils alors reconnus instituteurs dans leur école? Je suis sans salaire depuis le 4 octobre 2005. Une liste est sortie de la DRH qui nous autorise à signer le contrat depuis le 13 avril 2016, ce que nous avions fait. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le contrat. Travaillant depuis des années dans leur école sans salaire et à présent interdits d'accès à cette évaluation à laquelle prennent part des instituteurs des écoles privées, ces enseignants s'inquiètent davantage pour la régularisation de leur situation. Oui, ça a des conséquences, puisqu'ils ont pris en compte des gens de privé. Nous ne sommes pas concernés. Donc, si on dit maintenant que ceux qui ont eu à composer, c'est ceux-là qui vont rester dans le secteur. Donc, nous, on aura de problèmes. Ils peuvent nous remercier et nous rejeter. Ces enseignants profitent de l'occasion pour demander au gouvernement de leur clarifier leur statut. Je voudrais demander à l'État actuel quel est le sort qui est réservé à nous, les enseignants communautaires, sans salaire, sans contrat depuis des décennies. Le sort qui nous est réservé là, il n'a qu'à nous dire une vérité. J'invite le gouvernement à vite penser à nous pour que une suite favorable soit trouvée. Une fois encore frustrés par leur renvoi du centre d'évaluation ce samedi matin à l'Okossa, ces instituteurs communautaires sont rentrés chez eux avec le grand doute qui plane sur leur statut dans la fonction publique béninoise. On reste avec les acteurs de l'éducation. L'année académique 2017-2018 tend vers sa fin. Les élèves en classe des armées se préparent déjà. Ce lundi 18 juin 2018, une équipe de la rédaction de Eden Télévision s'est rendue dans une école publique dans la commune d'Abomey-Calavi pour constater l'effectivité des révisions, la préparation CEP 2018 qui, faut-il le rappeler, est prévue pour le 2 juillet 2018. Suivez le reportage de Horacia Adjodji et Frédéric Sofiossi. Ici, à l'école primaire publique centre d'Abomey-Calavi, l'heure est à la révision dans les différentes classes du CM2. Selon les enseignants, la plupart des chapitres sont déjà abordés malgré les 3 mois de grève qui ont secoué le secteur public. On a fini avec les programmes depuis début mai et les révisions ont commencé. Nous traitons des épreuves, d'autres complexes, des épreuves des années antérieures. Donc c'est ce que nous faisons ce matin. Nous traitons une épreuve de compréhension de l'écrit. On a organisé en temps un examen blanc et il y a les épreuves des différentes évaluations que nous reprenons avec eux. D'après les informations, les écoliers du CM2 venaient suivre les cours les mercredis et les samedis pendant les grèves, ce qui explique cette avancée dans les programmes. Des apprenants visiblement prêts pour affronter le certificat d'études primaires prévu pour le 2 juillet prochain. Le directeur nous donne des exercices à faire à la maison. Quand on recopie la correction en classe, à la maison, on ferme le cahier et on reprend seul pour s'habituer. Je suis prête pour le CEP. Arrivé à la maison, papa m'a offert un tableau à la maison, je fais l'exercice dessus, sur le tableau. Lorsque je travaille un peu, je m'amuse un peu, je travaille un peu, je m'amuse et je dors. Ces séances de révision vont se poursuivre jusqu'à la veille de l'examen afin de renforcer le niveau des élèves.
Le niveau est moyen. On ne peut pas dire que le niveau est déjà très bon, mais c'est moyen. Nous comptons beaucoup sur eux. On ne peut pas leur demander de rester à la maison, d'autant plus que quand ils reviennent des week-ends même, c'est tout comme s'ils ont tout oublié. Donc nous serons en train de nous exercer jusqu'au dernier jour de l'examen et jusqu'à la veille et leur donner des conseils qui vont suivre pour pouvoir bien traiter les épreuves. À l'école primaire publique Centre d'Abomey-Calavi, directeurs, enseignants et écoliers au CM2 se disent sereins pour bien terminer cette année scolaire. Le mouvement politique Minanthiang-Godo est plus que jamais convaincu des réformes initiées par le gouvernement de Patrice Talon. Ce samedi 16 juin 2018, sous la houlette de sa présidente, les membres de ce creuset politique ont réuni leurs militants pour sensibiliser davantage les populations sur le programme d'action du gouvernement. Reportage. Maintenir le cap du Bénin révélé, décourager les actes mensongers qui embrasent le peuple béninois sur les réformes contenues dans le PAG, telles sont les motivations du mouvement Minanthiang-Godo. Ce samedi 16 juin 2018, sous le leadership de leur présidente, les membres de ce creuset politique ont réuni leurs militantes et militants pour échanger avec eux sur les projets en cours d'exécution menés par le président Talon. Le Bénin entier est en chantier de route. Nous venons de finir avec le RAVIP. Sans le RAVIP, il n'y a pas possibilité d'aller dans H. Jusque-là, certaines personnes continuent de se plaindre pour dire que les microcrédits ne vont pas commencer. Talon ne fera pas les microcrédits comme ça se faisait. Il faut identifier qui a pris l'argent, dans quelles conditions la personne l'a pris et comment arriver surtout à rembourser. Irène Béanzin, présidente de Minanthiang-Godo, revient ici sur le bien fondé de ces réformes. Ce qui est salutaire et que j'ai beaucoup aimé dans ces propositions est que même les indigents du pays seront répertoriés et ce qui leur revient leur sera accordé à chaque fin du mois. Aussi, si les commerçants et paysans le désirent, auront-ils une pension mensuelle, ce qui les amènera à cotiser à la sécurité sociale. Au soir de leur vie, cette pension leur permettra de mieux vivre. C'est pourquoi nous, les membres du groupe Minanthiang-Godo, nous nous sommes dit que nous devons sensibiliser la population à comprendre ces nombreux avantages contenus. La question de la vente de l'essence frelatée dite Payo a fait également objet de débat. Il faut qu'on rappelle aux populations qu'il y a des choses également qui se disent comme le président de la République veut interdire la vente de l'essence frelatée. Non, mais c'est faux. Il n'a jamais dit qu'il va l'interdire, il n'a jamais dit qu'il va supprimer, et il n'a jamais dit qu'il va enfermer les gens. Certes, le code pénal en parle, mais c'est pas comme ça qu'on veut faire les choses. Non. C'est une réorganisation de ce système. Réorganisation de la vente de l'essence frelatée. En quoi faisant? En installant des citernes un peu partout pour que l'ensemble de ces vendeurs puissent se retrouver autour de ces citernes pour pouvoir faire le travail proprement dit. Et nous savons tous les inconvénients que l'essence a sur l'environnement et sur la santé. Né en 2014, le mouvement Minanthiang-Godo est à sa 4e sortie politique. Ils sont plus que motivés, les membres de cette formation politique, à la réussite du PAG pour le rayonnement de la nation béninoise. Et maintenant, l'info sur le continent. Par la force du football, l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle bien prévue en décembre, reste présent en esprit dans sa lutte à distance contre le président Joseph Kabila qui ne peut pas se représenter après 2 mandats au thème de la Constitution. Suivons ici les soutiens de Moïse Katumbi. C'est un opposant politique qui est en exil. C'est juste parce qu'il y a eu des problèmes politiques qui l'a poussé à aller à l'extérieur. Il veut à chaque fois revenir, mais avec la politique, on ne l'autorise pas à rentrer chez nous. Nous avons eu des problèmes avec les autorités, surtout avec l'agence des renseignements, l'ANR, soi-disant pourquoi est-ce qu'on est en train de sillonner avec ces portraits.
C'est-à-dire, si on sillonne avec ces portraits, c'est comme qui dirait, notre patron nous envoie toujours de l'argent et ils veulent savoir par quel truchement nous avons toujours entré en contact avec notre patron. Le candidat du PPRD aux élections présidentielles, le candidat du PPRD, c'est Joseph Kabila Kabange. C'est tout. Le pourquoi? Il a fait le premier mandat d'un seul tour, c'est de 2011 à 2016. Et le deuxième mandat, ce sera de 2018 à 2023. L'ex-ministre zambien Chisimba Kamwili, un des critiques les plus virulents de l'actuel président du pays, Edgar Lungu, nie les accusations de fraude qui pèsent sur lui à l'ouverture de son procès devant un tribunal de Lusaka. Arrêté en masse à son domicile de la capitale zambienne, l'élu du Front patriotique FP au pouvoir est accusé d'avoir acquis des propriétés avec des fonds d'origine suspecte et obtenu des avantages financiers du ex-ministre de la Communication et des Affaires étrangères. Kamwili, 48 ans, a été limogé en novembre 2016 par le président Lungu sur la foi d'accusation de malversation. Sont devenus ces dernières années un véritable phénomène de société dans toute l'Afrique de l'Est, notamment en Ouganda, où les fans de foot se pressent pour faire des paris sur les matchs du Mondial 2018. Reportage. La Coupe du Monde est lancée et les Ougandais se pressent pour faire des paris sur les matchs. En quelques années, les paris sportifs sont devenus un véritable phénomène de société. Je gagne, je perds, je gagne. Du coup, je ne sais pas exactement si je les ai eus ou si ils m'ont eu, mais je pense que je suis gagnant. Dans la capitale ougandaise, Kampala, il y a des centaines de boutiques de paris sportifs, mais les gens misent aussi sur Internet grâce à la démocratisation des smartphones et des applications de paris en ligne. En 2016, le gouvernement a créé une commission nationale des paris pour tenter de mettre en place des garde-fous. Nous savons très bien que la plupart des jeunes adorent les sports, en particulier les jeunes hommes. Ils aiment le football. Alors ils placent tous des paris sur leurs équipes favorites, surtout sur la première ligue anglaise. Maintenant, parce qu'ils l'ont beaucoup fait, ils se sont même déplacés vers d'autres ligues inconnues comme la ligue chinoise. Pas seulement la première division, mais ils parient sur la deuxième et la troisième. La croissance de cette industrie a créé de nouveaux emplois, mais a aussi augmenté les risques d'addiction. Ces 5 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec différents problèmes. Les gens perdent leur maison à cause des paris, ils perdent leur famille. Certaines personnes sont très endettées. Donc il y a de nombreux problèmes liés aux paris. Innocent est accro aux paris depuis 6 ans, mais il pense pouvoir s'arrêter un jour. Je ne préconise pas les paris aux personnes qui ont des familles. Certaines personnes mariées parient tout le temps, mais c'est mauvais. Je ne suis pas encore marié. Le jour où je me marie, je vais probablement arrêter. Mais s'arrêter de parier n'est pas chose facile, surtout avec une compétition mondiale en cours où tout le monde veut parier sur son équipe favorite. Et puis aux États-Unis, Donald Trump l'avait promis, il sera intransigeant sur l'immigration illégale. Son ministre de la Justice applique une politique de tolérance zéro, même si cela implique de séparer des familles. Conséquence, en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière. Après avoir franchi illégalement la frontière du Texas, Edilberto et son fils de 17 ans ont été séparés. Ces deux Honduriens ont eu de la chance, ils ont pu se retrouver quelques jours plus tard. C'était dur, ma pire journée. J'ai cru que je perdais mon fils. C'est ce que j'ai cru, que j'allais perdre mon fils. Les familles qui ont eu la chance de ne pas être séparées arrivent dans des centres humanitaires comme celui-ci. Mais en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière, dans le cadre de la politique de tolérance zéro du gouvernement face à l'immigration illégale. Les enfants sont séparés, mis dans des cellules différentes, pendant que le cas de leurs parents est traité. Et dans certains cas, ces familles seront amenées devant un tribunal fédéral pour être entrées dans le pays illégalement. Et les enfants seront totalement séparés. Jusqu'au sein du parti de Donald Trump, des voix s'élèvent contre ce durcissement des politiques migratoires.
Mais le gouvernement campe ferme sur ses positions. Sous la présidence Trump, le ministère de la Justice ne restera pas bras ballants pendant que nos lois sont piétinées et discréditées. Nous prenons toutes les mesures possibles légalement pour y répondre comme il faut. Des centres humanitaires comme celui-ci, dans la ville frontalière de McAllen, aident les familles de migrants avant leur expulsion. S'ils avaient le choix, si leur pays était stable et en paix, je suis sûre qu'ils choisiraient de rester. Venues pour la plupart d'Amérique centrale, ces familles seront expulsées dans certains des pays les plus dangereux de la planète. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable fidélité. On se retrouve prochainement. Au revoir.